Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Le premier roman de Salma El-Moumni, Adieu Tanger, paru aux éditions Grasset, résonne comme une promesse faite à soi-même. La primo-romancière raconte la fuite d'Alia, une lycéenne marocaine obligée de quitter Tanger à la suite d'un flirt avec la mauvaise personne qui dévoile ses photos intimes sur les réseaux. La légèreté de l'être se retrouve alors emprisonnée dans une conscience, un corps adolescent qui choisit l'exil pour éviter la honte et les coups. Il est toujours étrange de constater le pouvoir incandescent et infini de la jeunesse qui se manifeste par une colère saine et de se demander ce qu'il advient après l'avoir transformée. Que reste-t-il de la candeur, de la naïveté qui se retrouve parfois à errer dans les paradis perdus des fantasmes que l'on a pu se créer ? Son livre avec Salma El-Moumni, lauréate du prix des étudiants France Culture, c'est parti. Bonjour Salma, peut-on se construire une identité en écrivant ? On la cherche en tout cas en écrivant, à travers les personnages qu'on crée et aussi l'univers que j'ai essayé de construire à travers ce premier roman, celui de Tanger, de Lyon, de l'exil, un peu une identité double. C'est vrai que j'ai mis un peu de moi justement dans ce personnage, j'ai essayé de trouver ma place un peu dans l'écriture. Et l'avantage un peu de ce roman, c'est que la narratrice se parle. Donc elle interroge aussi la question du monologue intérieur qu'on peut un peu tous avoir et qu'on a quand on écrit. Donc voilà, chercher ma voix à travers celle de Alia a été un peu constructeur, mais je sais pas si ça a été... si j'ai vraiment trouvé mon identité ou ma place, encore. Le corps peut-il être en exil ? Bien sûr, En fait, la particularité du corps, c'est qu'il absorbe un peu tout ce qu'il y a autour de lui, que la construction de son corps se fait à travers le regard qu'on porte sur soi, puis le regard des autres aussi, et tout est entremêlé. Et à partir du moment où on se sent pas chez soi, à l'intérieur de soi, on est en exil. C'est le cas de mon personnage en tout cas. Votre livre se lit parfois comme un poème, comme une scansion. Il y a la question du ressassement, en tout cas, qui peut-être est celle qui se rapproche un peu de la poésie. C'est une question qu'on m'a souvent posée, effectivement, de pourquoi avoir choisi le roman plutôt qu'un poème. J'avoue que je me suis jamais essayée à l'écriture poétique. Mais il y a ce refrain un petit peu qui revient. Peut-être, oui, c'est un livre sur le ressassement, et en cela, peut-être ça rapprocherait d'un poème, mais... Je ne saurais pas vous dire exactement si c'est vraiment de la poésie, enfin ça me fait plaisir, mais oui, il y a un retour du même, effectivement. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de chansons ou de paroles qui reviennent et qui peut-être créent une musicalité au sein du roman. Vous avez des héros en littérature ? Je me suis sentie proche à l'adolescence de personnages un peu maudits. J'aime bien parler d'Antoine Roquentin de La Nausée, par exemple. C'est vrai que c'est un personnage qui m'a beaucoup émue et beaucoup plu. Mais c'est certainement pas un héros. Et peut-être que j'ai plus été touchée par des figures d'anti-héros que de héros, vraiment. J'ai peu idéalisé les personnages. Et je me sentais plus proche en fait d'un personnage un peu fêlé que d'un personnage héroïque. Et les auteurs qui vous inspirent ? J'aime beaucoup parler de Camille Laurence, qui justement est une autrice formidable sur ce qu'elle questionne on parlait de corps, mais voilà, du corps féminin, du regard des hommes sur les femmes, et puis aussi de ce que ça fait d'être une fille, à l'intérieur de soi, de ne pas être contente d'être une fille, ou surtout de l'éducation qu'on a lorsqu'on est une fille. La question n'est pas tant de ne pas se sentir fille ou femme, mais plutôt d'être emprisonnée par ce corps et de ce qu'il induit en fait. Votre personnage principal, Alia, ne trouve pas la paix. J'ai pas vraiment voulu faire une sorte de happy ending. Je crois que la fin est plus lumineuse que la première impression qu'on en a, et c'est vrai que elle était un peu abrupte, ou en tout cas on reste sur sa fin. Mais oui, voilà, c'est aussi un parti pris. Mais bien sûr, on se doute aussi que les questionnements en fait, qu'elle a resteront un peu tout le long de sa vie, et peut-être de la mienne aussi.
être en paix, c'est peut-être aussi Mourir. Mourir, effectivement. Enfin, être parfait, c'est être fini. Voilà. Donc, non, je me souhaite d'être en paix un jour sans que ça implique que je sois morte, mais je pense qu'elle n'est pas en paix. Mais c'est l'histoire d'une vie, absolument. C'est là qu'il y a la quête et donc il y a un désir. Pourquoi, selon vous, votre roman a-t-il autant plu aux étudiants, si bien que vous avez reçu le prix des étudiants France Culture ? Je pense que Alia se pose des questions qui sont des questions de sa génération, de la mienne et donc des étudiants. Évidemment, c'est pas un livre qui est limité à une tranche d'âge, mais peut-être qu'elle résonne davantage sur la question de la représentation, par exemple, en fait, du regard de l'autre qui a toujours été là, mais qui est peut-être encore plus violent à l'époque où on est tous en représentation, tous connectés, que la question de l'image de soi, en fait, n'a jamais été aussi prenante et aussi présente dans tous nos débats, même dans notre intimité, en fait. Quand on rentre chez soi, on a toujours ce lien, voilà, avec les réseaux, etc. J'ai pas envie de passer un peu pour une réac, mais en tout cas, c'est vrai que la question de l'image, elle est très présente peut-être dans cette tranche d'âge. Et donc, à mon avis, voilà, Alia, les questions qu'elle se pose sur son corps et sur comment les hommes la voient, comment les autres la voient, comment elle se voit, c'est une question générationnelle. Votre livre est une forme d'engagement, finalement, un refus de la norme. Le personnage d'Alia est un personnage politique. Enfin, c'est un personnage aussi qui est un peu à l'encontre de plusieurs choses. Alors, il y a effectivement les codes archaïques, mais il y a aussi la question même de l'exil, la question de l'identité. C'est pas un livre qui serait politique uniquement sur les questions sociétales marocaines, mais et c'est peut-être là, c'est sans doute là sa force. Enfin, je veux dire, s'il a résonné aussi avec des étudiants en France, c'est que il s'agit pas seulement de parler du système ou du code pénal marocain. C'était vraiment un point de départ, mais la particularité de Alia, c'est une personne qui est en lutte permanente, que ce soit au Maroc ou en France. Et donc oui, les questions politiques sont, à mon avis, essentielles et doivent être abordées en littérature. Je ne pourrais pas imaginer en fait écrire un livre sans y mettre un peu d'engagement, un peu de moi. Donc il y a la question de l'exil, la question de l'identité, la question aussi du féminin. Voilà. Du sexe, absolument, du sexe, du genre. D'où est-ce qu'on se place en fait dans tout ça, et malheureusement c'est pas un chemin qu'on peut faire seul, et je dis malheureusement parce que hélas le regard des autres et les autres de manière générale peuvent avoir des conséquences désastreuses en fait sur la construction de soi. Vous parlez du sexe de manière directe dans votre premier roman. Quel a été votre cheminement littéraire ? Car j'imagine qu'il doit y avoir une forme d'appréhension. C'est vrai que la question du sexe est une question qui a été à l'origine de ce personnage, de l'écriture même du roman. C'est une question terrifiante. Il m'a fallu beaucoup de temps aussi en écrivant de me défaire un peu de cette censure un peu intérieure que j'aurais pu avoir de honte ou de tabou, d'aborder des sujets qui ne sont pas simples. Mais il fallait que quelqu'un le fasse. Enfin, je veux dire qu'il faut que le personnage aille jusqu'au bout en fait. Et dans mon processus, je me suis rendu compte qu'au début, justement, je prenais trop je dirais pas des pincettes, mais en tout cas, j'étais trop timide sur l'évocation de ces sujets-là. Et j'ai décidé de cacher ma lâcheté derrière le courage de Alia. Donc c'est elle qui l'a un peu porté pour moi. Il y a une sorte de... pas de double, mais en tout cas de substitution derrière ce personnage. Et c'est comme ça que je me suis un peu affranchie de codes que j'ai pu intégrer et qui sont à remettre en question, évidemment. Donc l'écriture a été en un sens un peu une libération. Je ne sais pas si moi je m'en suis vraiment défait aujourd'hui, mais en tout cas mon personnage essaye de le faire. Quand on est en exil, on devient schizophrène ou alors on est encore plus névrosé ? Ah bah névrosé, oui, ça c'est sûr. Sacrée question. Non, bah oui, bien sûr. En fait, la particularité de l'exil ou même d'être loin de chez soi, c'est qu'on transforme ce pays d'origine aussi, et
qu'on en parle ou qu'on le vit qu'à travers des souvenirs, qu'à travers un passé qui devient de plus en plus fictif. Et donc les frontières entre le réel et la fiction s'amenuisent, que ce soit dans la temporalité de moi qui écris, ou que ce soit celle de Alia qui se remémore. Et donc il y a un peu une sorte d'histoire double. Mon histoire n'est pas celle de Alia, évidemment, mais j'ai écrit sur Tanger en étant loin de Tanger. J'ai commencé à écrire sur Lyon quand j'y étais, mais j'ai aussi écrit beaucoup sur Lyon en n'y étant plus. Et il y a toujours justement cette construction un peu a posteriori qui s'est faite, qui pour moi est essentielle un petit peu pour justement laisser place à l'imaginaire, ou en tout cas aux sensations. Voilà. J'aurais très bien pu descendre dans la rue et décrire tel le cours Vuitton, ou je ne sais, mais j'ai trouvé ça plus riche en fait littérairement de me les imaginer, ou de reconstruire la ville vraiment après coup. Et alors sur la question du dédoublement de soi, on va dire, où oui, en fait la question de l'exil, elle implique, par exemple dans le cas d'Alia, ce sera plus simple pour moi de schématiser ainsi, son pays lui manque, sa ville lui manque, là où elle en a souffert en fait. Et c'est peut-être ça, ce truc un peu pas de syndrome de Stockholm, parce que là on utilise des termes que je ne maîtrise pas tout à fait, mais plutôt non plus, mais on imagine. Mais on imagine, voilà, c'est l'idée de comme une relation qu'on quitte, et en fait on se met à la fantasmer. La personne quittée est une personne qui nous manque, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on regrette ou que le passé est à revivre, mais qu'en fait il y a tout un processus justement de réminiscence qui est douloureux. Et à partir de là, on ne sait plus vraiment où on en est. Et c'est un peu le cas de Alia avec Tanger, qui est une ville qu'elle imagine justement comme si elle en avait été privée, parce qu'elle en a été privée, mais elle a aussi cherché à la fuir, elle a cherché à la quitter ardemment. Donc c'est aussi ça, en fait, peut-être... qui se passe quand on est en exil, ou quand on est loin de ce qu'on appelle chez soi. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est chez soi. Et chez Alia, c'est un peu ça aussi, c'est que ce chez soi, il est représenté par une ville, et c'est vrai que Tanger a beaucoup de place dans le roman, mais c'est aussi son corps en fait. Et la double douleur, elle est là, dans cet exil aussi intérieur qu'elle ressent. Et ça joint alors les questions du genre en fait. Enfin, qu'est-ce que c'est aussi cette identité double qu'elle ressent quand elle se sent femme mais pas tout à fait, qu'elle aimerait juste qu'on lui foute la paix dans la rue, mais en fait en réalité c'est pas que de ça qu'il s'agit, c'est parce que ces regards-là, elle les ramène avec elle, et elle les voit en fait dans sa chambre, elle les voit chez elle même quand elle est à des milliers de kilomètres de là. Son corps devient en fait une sorte d'amas de mélange de villes, de cultures, de langues, et à partir de là se crée la névrose, oui, ça c'est sûr. Mais sur l'exil, je pense que ce qui pourrait se rapprocher aussi au processus d'écriture, c'est la question de la langue. Et ça, c'est quelque chose qui a été un peu... qui reste un peu douloureux pour moi, parce que c'est... Ça fait vraiment du partir non, moi je suis partie. Mais j'ai pas été forcée au départ, mais ce que je veux dire, c'est plutôt sur le fait d'écrire en français, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'a souvent interrogée. Pourquoi cette facilité plutôt en français qu'en arabe? Je pense que j'aurais été incapable d'écrire ce roman en arabe. Et voilà, c'est plutôt des questions, voilà, là se crée un peu peut-être la schizophrénie, si on utilise le terme de façon un peu... grossière, mais oui. Ouais. Et oui, et qu'est-ce que ça fait en fait de vivre en traduisant en permanence. Et ce processus est très épuisant en fait, très éprouvant, et donc il y a une sorte de filtre qui se fait qu'on a moins accès en fait à sa pensée directe. Et ça, c'est quelque chose qui hante Alia, et un peu moi aussi, hein, mais voilà, c'est... Alia, c'est un personnage qui, justement, par exemple, dès qu'elle est un peu ivre, se met à se parler en arabe. Et parce que c'est le naturel, en fait. C'est un peu, justement, cette simplicité qui vient d'un coup. Et là, elle se rend compte que le processus de pensée est d'un coup beaucoup plus facile. Et donc, ne pas parler sa langue, ou même entretenir des relations sans parler sa langue maternelle, comme on dit, crée un voile en fait entre soi et les autres.
Et ça, c'est quelque chose Qui peut-être peut servir en littérature. Qui peut servir en littérature, d'interroger justement, mais qui peut servir dans l'écriture aussi. Je sais que, par exemple, la question du ressassement, c'est un processus qui est très utilisé, par exemple, dans la littérature arabe. La question de la répétition, absolument. La répétition n'est pas une faute comme elle le serait en français, de dire et par exemple, ou de répéter 1000 fois. Voilà, donc ce qui a pu servir dans l'écriture, ce serait j'écris en français en arabe, par exemple. Enfin, voilà, et donc la litanie qui revient sans cesse est peut-être un héritage de ma langue, ou au moins une tentative de conjurer l'écriture en français en ajoutant une touche arabe. Avez-vous un autre projet ? Je pense que j'aimerais bien écrire un deuxième roman, voilà. Je sais pas trop encore quelle forme ça prendrait, mais ça me manque un petit peu de retourner à l'écriture. Parce que mine de rien, comme les temporalités sont un peu décalées, ça fait un petit moment que je me suis pas mise face à moi-même. Et puis j'avoue que j'ai un peu toujours avec cette nostalgie, mais j'ai un peu du mal à quitter Alia et tout cet univers que j'ai créé pendant des années. Donc je suis pas pressée de la quitter, mais il faut. Parce que de fait, elle est plus entre mes mains, elle est entre celles des lecteurs. Voilà. Puis elle a changé peut-être. Puis elle a changé, je lui souhaite. Oui. Il y a un chemin, voilà, c'est sûr, parce que d'avoir rencontré, c'est vrai que la rencontre des étudiants a été particulièrement enrichissante pour moi, parce j'ai vu comment chacun se l'est approprié. Les étudiants ont tendance à poser plus de questions. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup d'échanges avec toutes les universités, et je me suis rendu compte que c'était plus Mahalia, en fait, que c'était un peu celle de tout un chacun. Puisque c'est le processus de publication d'un livre. Si on veut se garder son histoire, on se la garde dans le tiroir. Mais voilà, fallait accepter qu'elle me quitte un petit peu, que Tanger aussi soit un peu vu comme chacun l'imagine, entre ceux qui y sont allés une semaine en vacances, d'autres qui ne l'ont jamais vu, d'autres qui s'imaginent, d'autres qui sont allés à Marrakech et qui s'imaginent que c'est pareil. Enfin voilà, donc j'ai eu droit à tout un panel, ouais. Voilà, c'est pour ça que je tenais à insister sur un personnage féminin qui n'a jamais quitté sa ville natale, parce qu'en fait ça devient une sorte de conditionnement, en fait. On trouve ça normal. Et c'est pour ça que des fois, quand elle arrive à Lyon, elle s'étonne devant des scènes qui peuvent paraître très normales ici. Enfin, je veux dire, quand elle regarde, par exemple, le père un peu qui danse, qui court derrière ses filles et tout, il y a tout un naturel qu'elle n'a pas, et qu'elle n'a pas pu vraiment voir autour d'elle. Il y a la question des femmes et de leur place, mais il y a aussi celle des hommes, et de tout un tas d'injonctions aussi qu'ils ont, et qui sont peut-être plus fortes dans un pays comme le Maroc. Écrire, c'est un acte d'émancipation par rapport à son milieu ? C'est une tentative d'émancipation. Je ne sais pas si on réussit vraiment. Alors, j'en écris qu'un, mais pour l'instant, il reste encore du chemin. Mais c'est une tentative d'émancipation. En tout cas, c'est une tentative de mettre le doigt sur certaines choses. Voilà, écrire, c'est rendre tout ce qui est naturel non naturel. Enfin, je veux dire, de l'interroger du doigt, voilà, on est là, par exemple, à côté, on se tendrait la main. Et en fait, écrire, ce serait détailler, disséquer tout ce processus-là et rendre un peu les choses un peu étranges, ou en tout cas pas innées, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Moi, c'est pour ça que j'insiste vraiment beaucoup sur les sensations, les odeurs, le toucher, les bruits, parce que c'est quelque chose qui me passionne, en fait, de disséquer le quotidien, de l'ouvrir, de regarder un peu ce qu'il y a de l'intérieur. Ça peut être un peu douloureux, mais c'est là que peut-être que se cache, je sais pas, le secret de quelque chose. C'est peut-être aussi la fureur de vivre, Salma, qu'en dites-vous? La fureur de... C'est très rigolo que vous disiez ça, parce que j'étais un nouvel an, moi, le 31, et il fallait se déguiser en héros de film, et je me suis déguisée en James Dean dans La fureur de vivre. Et je sais pas pourquoi, le film, je l'ai vu il y a très très longtemps, et en fait, c'est venu d'un naturel fou. Quel personnage j'aimerais être? Lui, voilà, ce gamin un peu naïf, un peu antipathique même, des souvenirs que j'en ai, mais cette fureur de vivre, en tout cas, qui est indéductible, quoi. Ouais, la fureur de vivre.
En tout cas, c'est ce que Alia a en elle. Et une sorte de fièvre incandescente. On parlait d'être en paix ou pas. Moi, telle que je la vois, c'est une fille qui a décidé de ne jamais abandonner, qui se bat, qui ira jusqu'au bout. Et ce n'est pas justement c'est cette femme un peu silencieuse qui a choisi l'exil pour la paix, qui s'est dit qu'en se terrant dans 20 mètres carrés, elle aura enfin le secret de je ne sais quoi. Pas du tout. C'est quelqu'un qui se retourne sur son chemin, qui mord, qui insulte, qui crie, qui est en lutte. Et c'est une lutte particulière, c'est une lutte qui passe un peu par la violence, mais à mon sens, cette violence est nécessaire. Salma, c'est parti pour la lecture. L'été en France n'avait jamais tenu ses promesses. Les vagues cruelles et glacées de ton Atlantique te manquent, le sel qui pique les yeux, la peau gâtée par l'écume et les orteils ensanglantés chaque fois que tu te retrouvais projeté sur les rochers aiguisés, enfoui sous les vagues. Petite déjà, tu avais toujours aimé t'aventurer dans l'eau froide, emporté par le courant jusqu'à ne plus distinguer les parasols plantés dans le sable. Tu n'avais pas peur de te noyer. Hormis de ton père, tu n'avais peur de rien, ni des vagues, ni des hommes, ni des rochers, ni des cafards. La houle taisait le brouillard de voix qui te venait de la plage, le cri des enfants et le rire des femmes. Tout disparaissait, le soleil lui-même ne réchauffait plus. Tu n'étais qu'un corps enveloppé par la glace fondant sur ta peau. Chaque membre s'engourdissait et par cette douleur, tu prenais conscience de ta chair. Chaque fois que tu te faisais malmener par l'océan, tu repensais au visage disparu d'un adolescent qui habitait le même quartier et dont le grand corps n'avait jamais été retrouvé, emmené par les vagues, un jour de tempête. Merci Salma. Merci.